Salut tout le monde et bienvenue à vous. Ça y est, c'est encore une fois l'émission la plus frauduleuse du Twitch Game. On est présent, c'est hors jeu. Allez, on commence avec Newcastle Manchester City. Je pense que c'était le match du week-end. Le match à ne pas manquer. Nul. 3 partout entre les deux. City qui, franchement, l'a vu passer très près, hein, celle-là. S'ils étaient menés 2-1 pendant un bon moment. Et finalement, City... 3-1, pardon. 3-1. City a fini par revenir, par recoller. Scipion, qu'est-ce que tu as à nous dire, toi, sur ce match ? C'est vrai que c'était un gros piège. Franchement, à 3-1, je ne les voyais pas forcément revenir. Et ce qui est intéressant avec cette équipe Newcastle, c'est qu'on sait qu'elle a des moyens illimités et elle ne fait pas non plus des dingueries. Bon, il y a eu Bruno Guimaraes, mais tu vois, en termes de recrutement, ils n'ont pas non plus fait des folies. Alors, je pense que ça suffira pour se maintenir, mais je pense qu'ils font confiance surtout à un entraîneur, Eddie Howe, qui fait partie, je pense, avec Graham Potter, vraiment des très bons entraîneurs de la Première Ligue, un peu sous-cotés, mésestimés. Et c'est vrai que, voilà, en plus, St. James Park, vous savez ce que ça représente comme stade. Évidemment. Enfin, niveau pression, quand tu es noyé comme ça, même si tu es Manchester City, que tu as tes principes, je pense que Guardiola le sait, tu peux vite être noyé. Puis voilà, tu as su bien revenir. Moi, j'ai adoré vraiment la passe de Bruyne cachée. Il en a fait des dizaines comme ça, mais voilà, un petit bonbon comme ça pour Bernardo. Le déplacement de Bernardo est toujours très bon. Voilà des gens qui ont une bonne sensibilité. C'était nous alors, mais j'étais d'accord avec lui. Parce qu'il a raison, les De Bruyne, les Messi, quand il te faut toujours des pas, oh, mais pourquoi t'as encore surpris, pourquoi tu lis? C'est des trucs qui sont pas normaux. Il y a peu de joueurs capables de faire ça, comme Modric, etc. Tu vois, c'est toujours aussi magnifique à voir. Ça fait des différences, ça te fait revenir dans la partie. Et non, moi je m'inquiéterais pas outre mesure pour City. Je pense que quand même pour la Première Ligue, moi j'en fais toujours mon favori par rapport aux autres. Je pense que jusque là sur Newcastle, ils sont tombés vraiment sur un os, sur une équipe qui était dans un bon jour, tu vois, à la fin de première période. Ils vont poser des problèmes à beaucoup de monde. Eux, ils vont être très embêtants jusqu'au bout. Et en plus, quand je vois la photo de Bruno Guimaraes, j'ai vu que le Real serait sur lui pour remplacer Casemiro à l'avenir. C'est typiquement le genre de joueur qu'il faut cocher. On aimerait évidemment que nos Frenchies soient développés, mais si tu peux choper Bruno Guimaraes maintenant, il faudrait passer à la caisse que Newcastle, l'argent, là, c'est pas forcément ce qui va manquer. Donc là, il faudrait qu'ils allongent énormément. Je suis pas sûr que Florentino. 80-80. Pas sûr que Florentino. En tout cas, la passe de Bruyne, c'est un moment. Enfin, je veux dire, Bruce, quand tu le vis, tu sais très bien. Voilà, tu vois, c'est quelque chose que tu vis en direct et t'apprécies. Je pense que tout fan de foot aujourd'hui, quand tu la vois, on a tous eu la sensibilité sur cette passe-là. Elle est magnifique, tu vois. C'était un truc, c'était du direct, quoi. Donc, je prends un peu la défense des gens que t'incendies parce que c'est pas mérité, Bruce. Franchement, la Comment passe. ça Mais parce que tu dis, toi, t'es un vrai, t'as la sensibilité. Mais on l'a tous vécu en direct, cette passe de Bruyne. Donc, et toi, tu tombes sur eux comme ça se fait pas. On a tous kiffé. J'ai tombé sur ceux qui disent, c'est, tu vois, De Bruyne ou Messi, tu sais, les classiques pour eux parce qu'ils montrent un standard au-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Là, il y a rien. Là, c'était. Elle est magnifique. Ah bah oui, on s'est tous inclinés. Ton analyse sur ce match, Bruce? Non, énorme match. Moi aussi, j'avais du mal à voir City revenir dans ce match. Ils avaient vraiment la tête sous l'eau. Après, voilà, on sait que City, ça peut couler aussi mentalement. On l'a déjà vu, notamment en Ligue des Champions. En championnat, ça leur arrive quand même un peu moins parce qu'il y a moins de pression, moins de stress. Domination, oui, exactement. Et voilà, ils sont capables de renverser pas mal de choses. Ils ont fait un peu le dos rond et après, ils sont revenus en très peu de temps. Après, il y a Trippier aussi qui met un coup franc, monumental. Rouge ou pas rouge pour vous? Oui. Non, pour moi, pas rouge. Moi, je vous mets pas rouge perso aussi. Je sais que ça a partagé tout le monde. Hein. J'ai l'impression que c'est kiff-kiff si tu fais un sondage. J'ai l'impression qu'il retient un tout petit peu son geste à un moment. En fait, il va s'excuser vers De Bruyne, ça veut tout dire pour moi. Parce que là, je sais, parce que ça peut être dangereux. Mais en soi, s'il y avait eu rouge, j'aurais pas vu de scandale, mais qui est pas rouge, c'est ça que je veux dire. Je vois pas d'énormes scandales. En fait, pour moi, si tu mets rouge, c'est la PL en plus. Voilà, pour moi, si tu mets rouge sur ça, pour moi, c'est plus la PL. Pour moi, c'est la VAR PL. Là, franchement, le tac, peut-être qu'il est un petit. Il retient un peu, tu le vois. Déjà, il retient son geste. Moi, je pense que c'est ce qu'il sauve. Il retient son geste et il n'y a pas un excès d'engagement où le truc est complètement pas du tout maîtrisé, tu vois. Enfin, malgré le fait que ce soit un petit peu agressif, je trouve qu'il se maîtrise un peu quand même. Donc, pour moi, il n'y a pas rouge. Mais en tout cas, super match. Un Maximin stratosphérique qui a fait énormément de diff. Walker qui a été quand même un peu en difficulté. C'est pas tous les jours qu'on voit Walker en galère, en 1 contre 1 et tout. Donc voilà, match énorme. Haaland, tout n'a pas été parfait. On va pas se mentir, mais il a su quand même faire parler sa puissance à 2-3 moments. Et quand il fait ça, c'est quand même impressionnant. Ce qui dégage tout le monde, c'est un truc de fou. Et c'est pour ça que De Bruyne, il le cherche direct dans la profondeur aussi. Donc voilà, maintenant, la petite réserve que j'ai un peu sur City. Et on le voit avec Gabriel Jesus, où moi, c'est un joueur que j'aimais bien déjà à City, mais je trouve que Guardiola, il le faisait pas assez jouer. Il s'est séparé de Sterling, ok, tout n'est pas parfait et tout, mais j'ai le sentiment que à City, ça manque de vitesse sur les côtés.
Il s'est séparé notamment de ces 2 joueurs qui, pour moi, ce sont les 2 qui étaient capables de percuter, etc. Et avant ça, Leroy Sané, mais il y a quelques années. Ouais, et c'est vrai que par moment, je pense que ça va peut-être leur faire défaut. Tu vois, Mahrez, il peut faire des diffs, mais c'est pas un joueur qui est ultra rapide, mais il va te faire des diffs. Tu vois, Foden, lui, pareil. il est capable de percuter, etc. Mais c'est pas Sterling ou quoi. Et je trouve qu'il va peut-être leur manquer ça un peu par moment, et c'est peut-être la petite réserve sur l'effectif de City cette année. Ok, non mais ça s'entend. Après, on n'a pas encore vu le gros Haaland pour l'instant. Haaland peut t'apporter de la profondeur. Lui, je m'en fais pas pour lui. Voilà, et à un moment donné, ça va partir aussi. Même en voyant pas un gros Haaland, il met un but, il fait un poteau et il rate un face-à-face sur le gardien. Et il dégomme les autres physiquement. Quand dans le jeu, il va progresser un peu balle au pied, parce qu'à City, ça va arriver très vite et que voilà, il va rentrer dans le moule. Ça va être ingérable. Rien que la frappe qu'il met sur le poteau, c'est une frappe pied droit. On parle quand même d'un gaucher où le mec n'a quasiment pas le temps d'armer sa frappe et la frappe, elle part à 2000 quand même. Et ça, c'est un mec, quand il va arriver au top de sa forme et qui va comprendre surtout le jeu, les passes, la vision de jeu des mecs derrière lui, comme Bernardo ou comme De Bruyne. Quand il va rentrer dans le moule, ça va faire très très mal. Déjà, là, on le voit que pour un mec qui connaît pas du tout l'équipe, il met quand même ses buts. Donc, il se démerde en vrai. Ça va être pas trop pour lui. Il se démerde. En tout cas, très très beau match. Bien sûr, vous nous direz aussi sur le chat ce que vous en avez pensé. Et je vous rappelle aussi, bien entendu, que si vous voulez participer à l'émission, vous nous envoyer un petit message sur Twitter en DM. La page est ouverte. C'est hors-jeu Twitch. Et derrière, nous, on vous fait passer dans l'émission. Et juste, désolé, Brice, vas-y. Bernardo quand même, parce que il y a une passe qui est assez violente, il y a le but sur la passe de De Bruyne, mais comme quoi Bernardo, et heureusement pour eux, parce que s'ils perdaient Bernardo, là par contre, c'est pas que c'était pas la même équipe. On s'inquiète quoi. Mais tu revois ta position, parce que Bernardo, putain, lui aussi c'est un game changer. Ce qui est incroyable avec lui, c'est qu'il perd jamais la balle. Il est trop intelligent, trop technique, trop intelligent. Il a un autre niveau, Bernardo. C'est vrai que c'est une dinguerie. Parmi les autres gros faits marquants de ce week-end en Première Ligue, il y a eu bien sûr la défaite de Chelsea face à Leeds, incroyable. Chelsea qui sort déjà d'un nul contre Tottenham où c'était déjà quand même assez chaud. Ils avaient bien joué pour le coup, ils ont dominé, ils devaient gagner. Petit hold-up de Tottenham. Petit hold-up, on l'avait signalé dans l'émission. Et là, cette fois-ci, c'est pas un hold-up. Là, ils ont complètement ils ont sombré. Koulibaly qui se fait expulser en fin de match. Mendy qui fait une boulette. Il a fait une Donnarumma en pire, limite. Et en plus, il s'en voulait, il était évidemment. Et on l'a senti très fragile derrière. Mendy, ça l'a pas du tout aidé dans son match. On a senti même un petit peu de nervosité du côté de Chelsea. Mauvaise passe pour. J'ai le sentiment qu'il y a un problème de caractère dans cette équipe de Chelsea. Pourtant, il n'y a pas eu énormément de changements. Mais là, de ce que je ressens, c'est que c'est une équipe qui peut assez rapidement se laisser abattre et être en proie au doute, en fait. Okay. Et c'est ça qui me fait un peu peur. Alors après, c'est quelque chose de purement un ressenti. Il n'y a rien de concret dans ce que je suis en train de dire. Mais c'est le sentiment que j'ai sur ce que j'ai vu là sur le début de saison. Ok, donc pour toi, Chelsea, t'as une sorte de petite. Après l'année dernière en Champions, même si c'est une saison particulière, tu vois, ils arrivent quand même au retour à faire un match de fou au Real, tu vois. Il y a quand même beaucoup de joueurs de caractère, mais je suis d'accord, j'ai ressenti. T'as des mecs comme Rudiger, tu vois, c'est les chiens de la casse, ils sont tout le temps là pour marcher sur les pieds, pour mettre des coups de coude, pour un peu montrer l'exemple aux autres, tu vois. Non, tu baisses pas les bras, il va être là tout le temps en train de gueuler, de remobiliser les troupes et tout. Et j'ai l'impression que en manque de leader, avec un garçon comme Rudiger, c'est pour ça qu'il veut Maguire. Il y a un autre leader qui est arrivé avec Koulibaly qui va devenir un leader au fil des semaines, mais avec un petit manque de leader comme ça, Nkanté qui est plus là, avec Rudiger qui est pas là, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un petit truc. Et puis, moi, je trouve que, évidemment, cette équipe est parvenue à gagner la Ligue des Champions. Il y avait peut-être encore d'autres joueurs à ce moment-là. Mais je sais pas, moi, offensivement, j'ai quand même l'impression qu'il manque un truc. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais au niveau de l'efficacité. Un numéro 9 d'envergure. Ouais, déjà, il manque un 9. Ils ont essayé avec Lukaku, mais Lukaku, toutes les places étaient alignées. Lukaku, il a foutu la merde. Tu vois, finalement, Lukaku, on était persuadé que c'était le joueur. Oui, mais il a foutu la merde. Dès le début, à dire l'Inter me manque, il a foutu le box. Voilà, c'est parti en vrille. Et là, maintenant, quand je regarde Chelsea, et surtout offensivement parlant, moi j'ai l'impression qu'il manque un truc dans le dernier geste. J'arrive pas à me l'expliquer, mais je sens que cette équipe, elle a de quoi faire, mais il lui manque un truc crucial. Parce qu'ils ont vraiment quelque chose de crucial. Ils ont beaucoup de profils, des joueurs qui peuvent se créer des occasions, mais pas des Mount et tout. Ils ont Mount, ils ont mais c'est pas suffisant. Sterling, tout ça. Sterling, il a déjà mis quelques buts, etc. On connaît son côté un peu aléatoire dans les derniers mètres. Si tu fais le comparatif, quand Liverpool jouait pas avec un pur neuf, quand je sais pas, tu sais, t'as aucun pur neuf.
neuf, à part Firmino, mais même lui, c'est un faux numéro 9, mais il n'était pas tout le temps titulaire. Quand tu as Diaz sur le terrain, Salah, Jota, Mané, par exemple, la saison passée, c'est des mecs qui sont capables d'aligner des buts quand même, tu vois. Donc là, tu peux te le permettre. Et ils ont gagné la Ligue des Champions comme ça, tu vois, ils n'avaient pas de pur neuf. Donc à mon avis, ils se sont dit, allez, pourquoi pas, on va repartir là-dessus. Et encore, ils ont voulu gommer ça parce qu'ils ont pris Lukaku. Et au final, Lukaku, il a foutu la merde, alors qu'on se disait tous qu'il leur fallait le neuf, le mec qui va t'assurer les buts. Et au final, c'est pas parce en vrille. Parce qu'à la création, franchement, il y a largement de quoi faire à la création. Tu as des joueurs, comme tu l'as dit, les Mount et tout. Il y a tout. Mais maintenant, et j'espère peut-être qu'Aubameyang pourra régler ce problème-là. Et même là, j'ai des petits doutes. Je pense que Chelsea, ça peut être une saison un peu difficile. Je dis pas que ça va être une saison catastrophique. Moi, je me sens pas dégueu cette année quand même. Mais faut quand même assurer à ce niveau-là. Ils vont prendre leurs défenseurs, s'ils prennent Aubameyang, etc. Moi, quand je vois l'équipe et on voit ce qu'ils sont capables de faire, bon... Sauf catastrophe, je les vois pas trop mal. Oui. Alors tiens, c'est marrant parce qu'on a aussi des supporters de Leeds en France. Poineau, tu me dis s'il est présent, s'il est bien là. Il fait un bon début, ouais. Ouais, il s'appelle Fanga et il est là et il a envie de nous parler de son équipe. Salut Fanga. Allô, vous m'entendez bien? Ouais, on t'entend super bien. Ok, c'est parfait. Bienvenue à toi. Victoire 3-0, un week-end qui s'est très bien passé contre Chelsea, c'est beau. Et comme on vient de le dire sur le plateau, un beau début de saison de la part de ton équipe. Tu avais envie de nous en parler? Bah ouais, parce que c'est vrai que Leeds l'année dernière, on a un peu pris l'eau en PL, notamment contre les gros, c'était assez compliqué. Et là, cette saison, on commence assez bien avec l'arrivée de March. Il y a vraiment un projet qui est mis en place. On voit la direction que le club veut prendre. Il y a eu le recrutement de March, il y a René Maric en adjoint, il y a beaucoup de recrutements, notamment des Américains comme Adams et Aronson qui sont excellents depuis le début de saison, qui hier ils ont encore montré un gros match et des grosses performances. C'est vrai que on voit où le club veut aller, on voit quelle direction le club veut prendre et ça fait vraiment plaisir à voir en tant que supporter. Oui, évidemment. En plus, on a l'impression d'assister à la renaissance de Rodrigo. Dis-nous un petit peu, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu intriguant de voir un supporter de Leeds en France. Il n'y a pas de jugement, mais depuis quand tu es devenu supporter de cette équipe? Non, moi, ça fait longtemps. C'est vrai que quand j'étais plus petit, ça doit faire une dizaine d'années que je suis réellement supporter. Mais quand j'étais plus petit, c'est vrai que j'allais au stade et tout un peu. Donc forcément, tu t'attaches à l'équipe. Et ouais, quand j'étais en vacances notamment, et puis tu t'attaches à l'équipe et puis tu deviens supporter, quoi. Donc même si c'était compliqué, là, il y a la renaissance. Ça fait plaisir aussi avec tout le cadre historique que Leeds apporte à l'APL, tout ce qu'on connaît de l'histoire de Leeds. Et ça fait vraiment plaisir de les revoir en Première Ligue et surtout avec un projet comme ça et un jeu aussi qui est mis en place parce que on y allait quand même hier, on a quand même gagné avec la manière. On met un gros pressing, on met une grosse intensité. On voit que March il est vraiment dans la continuité un peu de Bielsa et voilà, on peut espérer quelque chose de bien cette saison. Alors, on se méfie toujours quand même, Fang, parce que du coup, Leeds, c'est un jeu qui demande quand même beaucoup de ressources, notamment en termes d'énergie. Enfin, je veux dire, on sait que c'est une équipe qui court beaucoup sur le terrain, et on l'a vu la saison passée, sur la deuxième partie, ça avait été beaucoup plus dur, tu l'as souligné au début de ton intervention. Est-ce que cette année, tu penses qu'avec l'arrivée justement de Jesse Marsch, on va un petit peu plus sécuriser les choses sur ce point-là? Parce qu'on sait que Bielsa, par exemple, on lâche tout, quoi. Ouais, après c'est vrai que Bielsa il a beaucoup d'hommes forts et l'avantage de March c'est vraiment il donne beaucoup sa chance aux jeunes. On a vu Greenwood, on a vu des gens comme Somerville, comme Gellhardt qui ont prolongé récemment et on voit qu'il y a vraiment un effectif qui est vraiment étoffé. C'est-à-dire que là il y a un 11 qui se dégage par rapport au premier match, mais l'effectif il est vraiment étoffé, il est vraiment plus grand et même s'il y a peut-être des joueurs qui sont un peu moins bons, on peut espérer pouvoir essayer de tenir toute la saison parce que il y a beaucoup de jeunes quand même, il y a beaucoup de joueurs qui sont capables de faire les efforts. C'est vrai que le recrutement, il est aussi fait dans ce sens-là, quoi. Ok. En tout cas, merci d'être passé. Et écoute, si jamais on doit parler de Leeds dans l'émission, je peux te promettre qu'on te rappelle. Ça te va? Pas de souci. Merci à toi. Allez, à plus, les gars. Fang. À plus. Un plaisir. Ok les gars, on va continuer, on va avancer. Peut-être un petit mot sur Arsenal aussi, grosse performance face à Bournemouth. On a enfin l'impression de voir une équipe solide. On a enfin l'impression de voir un vrai PL, quoi, une vraie équipe de Première Ligue. Ouais, après, je pense qu'il ne faut pas complètement encore s'enflammer. S'enflamme pas, Bruce, toi. Je pense non, mais
pour vraiment voir si Arsenal a franchi un cap, ce sera contre les gros, je pense. Mais c'est vrai qu'on l'a vu en fin de saison dernière, etc. Il y avait du mieux petit à petit avec Arteta, même si tout n'était pas toujours parfait. Cette année, le mercato est plutôt cool. Voilà, Gabriel Jesus, il change un peu cette équipe. Offensivement, il fait un début de saison, mais stratosphérique. Ouais. Tu le vois à chaque fois, les diffs qu'il fait là, sur le premier but. On le voit encore. Sur le contrôle et tout. C'est phénoménal. À tous les matchs qu'il te fait, il s'amuse, le mec. C'est dinguerie à chaque fois. Et voilà, il y a Saliba aussi. C'est bien, malgré le CSC qui s'était mis au deuxième match. On le voit, les supporters l'aiment plutôt bien. Il y a déjà le chant, etc. Et puis, il a mis un beau but aussi, là, la belle frappe pied gauche, si vous l'avez vu. Non, Arsenal, il y a du jeu. C'est une jeune équipe qui continue à progresser. Zinchenko aussi. Et honnêtement, ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Maintenant, encore une fois... Petite réserve parce que j'attends de voir contre les gros, savoir jusqu'à quel point ils ont step up, quoi. C'est juste ça, mais c'est sûr que cette année, encore une fois, ils seront dans la discussion pour le top 4. Voilà, je pense avec Tottenham aussi notamment, voilà, où on ne faut pas les enterrer, parce que contrairement à ce que je disais la dernière fois en live, tu vois, Arsenal, j'ai quand même le sentiment, parce que c'est une équipe joueuse, ils ont besoin de bien jouer pour gagner. C'est une équipe, s'ils jouent mal, ils se font punir. Ouais, parce que ça fait partie de l'ADN du club. Hier, on a envie de voir ça. Exactement. Alors que Tottenham, c'est là où eux peuvent être forts, je trouve, sur ce côté-là. Peut-être, des fois, c'est pas toujours flamboyant ou ce que tu veux, mais eux, ils peuvent prendre des points en jouant pas très bien. Ouais, mais parce qu'eux, ils se sont construits aussi comme ça. C'est une équipe de construite dans l'adversité. Prendre des points quand tu joues pas très bien, c'est important. Donc voilà, mais hâte de voir la bataille pour les places en Ligue des Champions, parce que ça va être la guerre cette année, tu le sens, et la PL est ouf, quoi. Je te donnerai la main, Scipion, juste après, parce que je pense que toi aussi, tu as envie de nous parler d'Arsenal, mais c'est vrai que je te rejoins sur un truc que tu as dit qui est très vrai pour moi. Si ça joue pas bien, je pense que l'équipe elle peut s'effondrer très rapidement. Et c'est là où moi je pense que ça va être aussi un petit peu compliqué pour Arsenal. Là, ils sont premiers, ils ont 9 points, ça marche très bien. Et j'espère me tromper parce que c'est une équipe pour laquelle j'ai une certaine affection. L'année dernière, commencé par 3 défaites. Ouais, donc déjà c'est beau. Hein. Ouais. Donc déjà c'est beau, mais moi je pense que, enfin. En tout cas, c'est juste mon sentiment. Je pense que cette équipe, elle est en train de bien revenir. Après, elle est encore un peu jeune, cette équipe. Tu vois, ça joue très bien. Oh, mais ils progressent. L'entraîneur est jeune. Voilà, en fait, ils sont en train de progresser. Je pense que c'est un bon palier, un bon moment pour justement bien travailler et bien retrouver de la solidité. Putain, mais il va nous claquer entre les doigts, là-haut. Là, c'est la fin. Là, c'est la fin. Ah. Et je pense qu'après, pour les années à venir... Moi, je me projette un peu plus loin pour Arsenal, tu vois. J'attends pas forcément d'Arsenal cette saison, même s'ils se qualifient pas en Ligue des Champions. Et je pense que c'est quand même plutôt bien parti. Il y a peut-être de l'espoir, mais je pense que je vois sur le long terme, tu vois, une construction sur le long terme. Je pense qu'il faut pas s'enflammer, tu vois. Enfin, quand tu vois l'attaque, c'est que des jeunes et ça a de la gueule. Fabio Vieira qui ont pris en 2000 ou en 2001. Je pense vraiment que cette équipe, son vrai ennemi, ça va être l'enflammade. Il faut surtout pas croire que parce que là, ça marche très bien maintenant. Les blessures peut-être aussi. Voilà, il peut y avoir des blessures. Jesus. Tout peut se passer. Mais avec un Arteta à qui on fait confiance et à qui on a donné des moyens et qui semble tenir cette équipe, moi je dis pourquoi pas, tu vois. Maintenant, il faut rester toujours mesuré. Scipion. Non, mais tu as raison. Le projet d'Arsenal est beaucoup plus cohérent aujourd'hui qu'il n'était à 2-3 ans. Je sais pas si vous vous en souvenez, par exemple, quand ils prennent Willian, c'est une espèce de truc bizarre d'agent, ils donnent un immense salaire. Le mec, c'est un flop total. Il mange du coup une bonne part de la masse salariale, ce que tu peux réinvestir. Et là, pour le coup, c'est vrai que quand on regarde notamment le documentaire qui est sorti, on a l'impression qu'Arsenal, c'est investir de mecs qui vivent bien. D'ailleurs, il faut que je le regarde celui-là. Je te conseille, franchement, il est super. T'apprends pas mal de choses. Et surtout, les méthodes de management d'Arteta. Voilà, tu sens qu'il a été à l'école Pep. C'est Guardiola, c'est vraiment les mêmes là, vous mettez l'eau à la bouche. C'est vraiment du Pep tout craché, mais c'est un entraîneur qui est quand même attachant, où tu sens qu'il a un projet de jeu, qu'il a de l'estime pour ses joueurs. Ouais. Et voilà, c'est vrai que quand tu fais ce mercato-là, t'as envie de t'enflammer parce que les débuts de Gabriel sont excellents. Zinchenko, ça fait énormément le taf en première ligue, même en mettant Ben White latéral, pareil. Ouais. Ben White qui a l'origine d'un but contre Bournemouth. Voilà, l'impression que qui s'était fait bien tailler à un moment, Ben White. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais ça, c'est à cause des prix des transferts. Joueur anglais hors PL, ce joueur, il vaut peut-être 20-25 millions. En PL, forcément, il vaut 100 millions. C'est pareil au début. Tu le recrutes chez un relégué, mais finalement, il fait tellement du bien la saison dernière que tu es obligé de mettre. C'est en train de prendre forme petit à petit, comme quoi, c'était pas forcément des mauvais choix. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un projet qui a mis beaucoup de temps. Il a fait de la patience. Il y a eu des moments très durs à l'Emirates. Je me souviens d'un stade qui était à moitié vide pour Manchester City. Il était à 2 doigts de dégager, Arteta. Il est vraiment, justement, le début de saison dernière. Est-ce que s'il y avait eu une autre défaite contre Norwich après la claque à City, pas sûr qu'il restait, mais tu vois, au moins c'est un manager qui reste, qui a du temps. Voilà, moi je suis plutôt optimiste pour le coup pour le top 4. Je pense que ça peut bien tourner parce que les autres,
Ils auront forcément la Ligue des Champions. Arteta, il fera tourner en Europa League parce qu'on le sent quand même aussi dans le documentaire. Il a envie de retrouver sa Ligue des Champions. Il a disputé. On sent que ça lui tient à cœur. Donc voilà, moi, je suis plutôt confiant pour eux. Après, on ne sait jamais parce que même en faisant tourner, de toute façon, au début, ils s'en battent les reins. Ils savent qu'avec du management, ils passeront tranquilles. T'as un tel effectif que tu peux arriver en demi. L'Europa en Ligue des Champions, après, pareil, ça peut être aussi un des chemins pour arriver en Ligue des Champions. Et ça peut être un titre pour Arsenal. Et ça serait pas rien de gagner l'Europa, tu vois. C'est pour ça que je pense ça sent la belle saison pour une saison cool. Faut bien prendre son temps. Et puis, je pense que c'est que du bonus. S'il se qualifie en Ligue des Champions, par exemple, bah, c'est du bonus à prendre. Et puis derrière, bah voilà, faut capitaliser là-dessus. Quanto, ça va? T'arriveras à terminer l'émission? Il commence à avoir soif. C'est parce que là, je vois l'heure, il est déjà un peu en retard. C'est pour ça. Il a trop l'habitude, il a soif. Je parle pas d'eau. Ça va tenir, c'est bon? Ouais, ça va. Ok. T'inquiète pas, Quanto, on va voir ça après. C'est gentil, c'est gentil. Allez, comme on vous l'a dit tout à l'heure, avant de parler des autres championnats, et notamment de l'Espagne, parce que là-bas aussi, il y a quand même beaucoup de choses à dire, juste une petite preview sur le gros match de ce soir, Manchester United-Liverpool. Voilà, vos avis, c'est un petit peu ça aussi hors jeu, c'est le côté un peu prono. Quanto, sur ce match-là, est-ce que Manchester United, tu vois, peut mettre un petit peu de côté tous les soucis qu'il rencontre en ce moment et livrer une prestation, une bonne prestation en tout cas contre Liverpool? On sait que ça va être compliqué, mais on l'a déjà vu. On a déjà vu un Manchester en peine derrière réussir à faire un gros match contre son ennemi de toujours. Ouais, mais non. C'est les compos officiels, ça? Alors, je sais pas d'où Juano nous a sorti ça. Compo probable. Il y en a qui ont dit que Cristiano n'était pas titulaire, apparemment. Je voyais sur le chat, donc je sais pas si c'était vrai. C'est pour ça que quand je vois la compo. Compo probable qui nous viennent d'Eurosport. Donc, Quanto peut. C'est R7 remplaçant. Ok. Non, parce que là, ça me semble un peu. Inni Maguire, je crois. Ça me semble un petit peu juste dans cette équipe-là. Liverpool a déjà perdu des points en plus dans ce championnat. Avec City qui fait match nul face à City, c'est l'occasion rêvée pour eux de pouvoir se relancer. Je pense que si Liverpool peut en plus mettre une petite cartouche à Manchester, ils vont pas s'en priver. Évidemment. Donc, non, moi je vois un Liverpool sérieux et un Manchester qui va faire avec ses armes, mais qui à l'heure d'aujourd'hui ne peut pas lutter. Ok, est-ce qu'on y croit, Scipion? J'imagine quand même une petite réaction d'orgueil de United, mais sur 90 minutes face à un Liverpool qui a besoin de prendre des points. On parle d'une équipe qui a commencé avec 2 nuls, donc ça va pas suffire. Je vois quand même j'ose imaginer quand même, parce que de résistance. Là, faut y aller, surtout face à un ennemi juré à domicile. On sait que la situation à Old Trafford est assez tendue, mais mine de rien, même si c'est un Liverpool qui balbutie un petit peu, notamment offensivement. Il n'y a pas Nunez en plus. Ouais, il n'y a pas Darwin, mais je pense que ça là, tout ça fera la différence. Et en plus, on parle d'une charnière Lisandro Varane qui n'a pas été beaucoup testée, je pense, notamment en préparation. Ouais. Ça peut être un peu aléatoire, donc je pense pas que la saison de United va décoller ce soir. Ok, Bruce, tu vas conclure. Moi, j'ai misé sur un match nul, donc j'ai pris un risque. C'est vrai que tout ramène vers Liverpool, bien évidemment, je vous rejoins là-dessus, mais bon, c'est vrai qu'ils font un début de saison où il y a eu quelques nuls. Des fois, ils ont un peu de mal à lancer leur saison. Je m'en fais absolument pas pour Liverpool. Une fois que ça va enclencher, ils vont faire des grosses séries. Mais je me dis, allez, ce soir, United, peut-être une petite réaction, sans que ce soit incroyable, peut-être un peu brouillon, mais pourquoi pas au moins aller chercher un petit nul à domicile. En tout cas, vu que j'ai misé là-dessus, je le souhaite fort pour le classement des pronos. Mais voilà, allez, une petite réaction d'orgueil peut-être ce soir, même si ça va être ultra dur. Bah, en tout cas, si on parle d'orgueil, c'est ce soir ou jamais. Il n'y a pas à chier. Il faudra qu'il y ait quelque chose, sinon on se dirige de toute façon vers le précipice. Est-ce qu'on a Axel avec nous, qui est supporter de Manchester United et qui veut donner lui aussi son pronostic sur ce match? Axel, vends-moi du rêve. Ouais. Allô, bienvenue. Bienvenue à toi dans l'émission. Alors, écoute, tu es supporter de Manchester United et donc on a ce gros match ce soir. Est-ce que tu crois en une réaction de notre équipe, je parle pour toi et moi? Oui, bien sûr. Déjà, on espère que le match ne sera pas annulé, parce que là, à l'heure actuelle, il y a des grosses manifestations devant le stade à Old Trafford. Contre les Glazers, contre ce qui se passe dans le club. Donc déjà, la saison dernière, c'était déjà le cas. Le match contre Liverpool avait été repoussé à cause de manifs. Non, c'était pas un envahissement de terrain, mais il y avait eu des débordements sur les alentours du stade. Mais je me souviens, le supporter, c'est qu'il avait envahi le terrain, qui avait découpé les filets et tout. Le match contre Liverpool a été reporté. United, du coup, avait dû jouer 2 matchs en 2 jours. Ah, peut-être, ouais. Je crois que c'était nous, ouais. Il y a moyen, ouais. Ok. Mais du coup, ce qu'on peut espérer pour ce match, déjà, c'est qu'on ne soit pas aussi ridicule que le match à Old Trafford la saison dernière, où on s'est pris 5-0, qui était clownesque, mais tous les joueurs étaient clownesques, c'était une blague.
Maintenant, est-ce qu'il y aura une réaction de l'équipe? On espère. Des gros choix forts, comme vous l'avez dit, de mettre le capitaine sur le banc, Maguire, Ronaldo aussi sur le banc. On peut dire ce qu'on veut dans les médias via Ten Hag et tout, qui dit on veut garder Ronaldo, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc à voir, je pense qu'il faudra quelque chose de plus pragmatique dans le jeu. On connaît les idées de jeu de Ten Hag, mais là il faudra quelque chose de plus simple et de plus efficace. Éviter les passes de De Gea pour Eriksen quand il est pressé et qu'il y a 2 mecs autour, ouais, ce genre de choses. Par exemple, exactement, par exemple, ouais. Donc à voir s'il y aura une réaction, mais 3 défaites en les 3 premiers matchs, ça ferait beaucoup de mal et on prendrait beaucoup de retard. Déjà dès le début de saison, donc ça serait un peu compliqué. Ok, très bien. Eh ben écoute, Axel, donc pour toi, prono, victoire de Liverpool ce soir? Ouais, je dirais un match nul comme Bruce, nul, quand ouais. même. Ouais, quand même. Tu prends ce qu'il y a à prendre, quoi. Ouais, on va dire ça comme ça, ouais. On entend bien. Eh ben écoute, Axel, tu repasses quand tu veux dans l'émission. Merci beaucoup pour ton intervention. Avec plaisir, merci à vous. Merci à toi. C'était un plaisir de t'avoir. Un peu ta feuille, on la voit à l'image. Quand je te le dis, je sais que tu dessines bien, mais on la voit un peu à l'image. J'ai un petit dessin là, faut faire. Un autoportrait. Mitema, ce qu'il dessine, lui, c'est un enfant. Il est complètement mal. Mais range-moi ta feuille, toi. Mais c'est une émission sérieuse. C'est une glace de boule. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, c'est un ravageur. C'est une glace qui a tiré la 5 ans. C'est juste le cornet, je l'ai pas bien fait, c'est tout. Je vois pas le problème. Bon, Bruce, il faut qu'on parle du Barça. Moi personnellement, je le dis, j'ai regardé la deuxième mi-temps. Un peu comme tout le monde. Moi, j'étais sur le Milan. Évidemment, il y avait Paris, il y avait Milan. Et moi, je suis tombé sur la deuxième mi-temps et je dois avouer que j'ai vu des trucs quand même assez prometteurs, sans pour autant être non plus extasié. Il y a des trucs qui sont vraiment prometteurs avec ce Barça-là. Notamment, si jamais Ansu Fati retrouve en tout cas ses jambes et tout. Là, ça avait l'air d'être le cas. Ça peut faire très très mal avec Lewandowski. Ouais, alors je suis comme toi, moi j'ai vu surtout la deuxième mi-temps. Lewandowski déjà couvre le compteur but, donc dès le début. Voilà, donc ça va lui faire du bien. On sait que lui, il aime bien les séries et enchaîner les buts. Après, tu as le sentiment que c'est quand même assez équilibré, que les deux équipes peuvent gagner. De toute façon, la Sociedad, on le sait, c'est jamais simple quand tu vas chez eux. Le Barça, défensivement, on sait que des fois, il y a des failles, mais je trouve Ter Stegen plutôt pas mal ces derniers temps. Ter Stegen, il avait déjà bien fait contre le Rayo. Ça va, ouais. Là, il a sorti il est bien. Pour la période, c'était un des meilleurs joueurs. Donc c'est vraiment. Le bras gauche et la frappe entre les jambes, qui est sympa. Quand Ter Stegen est comme ça aussi, c'est un gros plus. Et puis après, en deuxième mi-temps, Ansu Fati qui va faire aussi énormément de bien. Voilà. Il fait une entrée, elle est fracassante. Exactement, il est dans tous les bons coups. La talonnade pour Dembélé, c'est super bien joué. Ce qu'il la met direct, comme ça permet à Dembélé. Tu sens qu'il l'a vu tout de suite. Voilà, pour ajuster sa frappe. Et Dembélé qui la met très bien, donc il confirme tout le bien qu'on pense de lui au Barça ces derniers mois. Voilà, il est en grande forme. Donc, but ultra important pour eux. Et on sait que derrière, le Barça, eux, c'est pas une équipe qui est trop dans la gestion. Eux, vaut mieux tuer le match parce que sinon, ils sont capables de prendre un but à la fin. Et c'est ce qu'ils vont réussir à faire. Notamment avec Lewandowski qui sent bien le coup, même si Fati a un petit peu de réussite sur le coup, mais encore une fois, c'était pas trop mal joué, il y a un peu de réussite et Levan qui arrive et qui vient punir. Et puis voilà, derrière, ils vont même inscrire encore un autre but. Et donc, première victoire, c'est une victoire qui n'était pas simple là-bas, parce que beaucoup d'équipes vont y laisser des points. Et pour la confiance, ça fait du bien, parce qu'ils ont mis pas mal de buts, et pour Lewandowski, donc on va dire que ça annonce du bon, mais pareil, même si tout n'est pas parfait pour le moment, c'est normal. Il y a quand même quelques changements dans cette équipe. Il va falloir laisser un petit peu de temps aussi. Mais en tout cas, c'était une victoire très, très importante pour démarrer officiellement la saison, parce qu'ils avaient laissé des points la dernière fois. Tout à l'heure, tu parlais de la passe de De Bruyne, mais on peut parler aussi de l'amour de passe de Pedri aussi. La passe, elle est celle que Pedri met et qui amène... Alors, c'est le deuxième ou le troisième but, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, celle où il trouve Fati qui, du coup, dévie pour les... Ouais, je crois qu'il y a un peu de réussite pour Fati, mais c'est pour Fati la passe. Quoi qu'il arrive, la passe est incroyable. Quand même, l'angle trouvé est assez fou. Victoire 4-1 en tout cas du Barça, c'est vraiment intéressant. Et moi, la sensation que j'avais, c'est que c'est pas encore prêt, je pense, tu vois, mais je pense qu'avec les éléments qu'il a, il peut très facilement, Xavi, tu vois, monter un truc. Il a du banc cette année. Il a du banc. Il a du banc, parce que Rafinha, tout ça, Fati, ça serait une recrue s'il peut enchaîner les matchs, que lui, il a du sang-froid devant le but. Une recrue. Caissier, tu fais rentrer à 83e minute, tu dis que tu as quand même de la marge. Après, tu vois qu'il y a quand même des joueurs, je pense que comme Ferran Torres, c'était peut-être un peu léger en janvier, mais là, on va dire les choses. Ça va être trop juste. Il va prendre la place de Memphis Depay vraiment dans ce truc-là.
Mais non, moi je trouve que c'est plutôt encourageant, on l'a dit, il n'y a pas Jules Koundé qui est encore enregistré. On a le sentiment que le Barça va peut-être encore faire un coup au milieu de terrain, il faudra voir quel levier économique pourrait être activé d'ici là. Non mais ça sera la vente d'Aubameyang. Non mais oui, il y a la vente d'Aubameyang, tout ça. Ça va intervenir, mais en tout cas non, Fati, je suis très content pour lui. En plus c'est un joueur, quand il a démarré, je me suis dit c'est vraiment un ailier qui a du talent, et je pensais pas que ce serait un finisseur de talent, parce que c'est quelqu'un qu'en fait il a pas besoin de beaucoup de temps de jeu. Il a du sang. L'an dernier le but qu'il met en Supercoupe d'Espagne contre le Real, c'est un peu la même chose, quoi. C'est un joueur qui a pas besoin d'avoir beaucoup d'opportunités, et honnêtement bah oui, si Fati est à 100%, la saison du Barça elle change, parce que là t'as une autre arme, t'as un mec qui peut te faire énormément de bien, donc voilà, on va lui souhaiter, parce que quand même ce qui lui est arrivé, la blessure au ménisque pendant un an, tout ça. Puis t'as Rafinha et Dembélé qui peuvent faire énormément de différences à contre 1, qui peuvent mettre quelques buts, mais aussi faire beaucoup de passes D. Donc Après, il est jeune, du coup, Ansu Fati, donc il a cette chance-là. Je pense que ça repartira quand même assez moi, je lui souhaite, mais j'aime pas les joueurs qui se blessent. Qui se blessent tôt comme surtout ça. Surtout qu'il a été opéré 2-3 fois au même endroit, je crois. Il y avait eu des ménisques, moi, ça me fait toujours peur quand ça. Après, quand t'es jeune, ça a double tranchant, parce que peut-être ça cicatrice, ça se remet beaucoup plus vite aussi. Peut-être que le plus dur est derrière lui, on lui souhaite, parce que ça a l'air vraiment d'être un putain de joueur, quoi. Ah bah oui, non mais lui, parce que le peu que tu le vois chaque fois, c'est de la dynamite. Non mais c'est ça. On a envie de le voir un peu plus, quoi, et que les blessures l'épargnent, parce que vraiment, qu'on aime le Barça ou pas, même juste en amoureux du jeu, dans ce qu'il transmet, enfin vraiment. Il a pas froid aux yeux. Voilà, c'est ça. Ligue des Champions, c'était contre l'Inter, je crois, quand ils avaient fait tourner le Barça il y a quelques temps, quand il était encore plus jeune, ça, il avait mis un but, une frappe de loin avec un Barça bis, etc. Tu sens, c'est le genre de jeune, il a peur de personne. Bon, en tout cas, Ferran Torres a beaucoup de soucis à se faire. Ça, c'est une certitude. Victoire de Villarreal face à l'Atlético. L'Atlético qui se fait prendre à domicile par Villarreal, avec un carton rouge à la fin en plus pour Molina. Donc ça commence un petit peu difficilement. Et en plus, il y a cette histoire avec Griezmann dont on a parlé un peu avant le début de l'émission, où le mec ne doit pas faire plus de 30 minutes par match. Bon, c'est assez lunaire. Mais visiblement, c'est la réalité. Sinon, ils doivent, ce qu'on disait, 40 millions au Barça. Oui, sinon, ils doivent un autre levier économique. Alors, ils en ont partout. Ils en ont partout. C'est incroyable, ce club. Et le Real, alors on en avait beaucoup parlé la semaine dernière, mais là, on voulait plus focus sur le Barça, mais le Real qui perd pas le rythme et qui s'impose contre. Et surtout sans Casemiro, avec les deux Français titulaires. Super but de Modric. Modric, pardon, mais Modric, il est lunaire, ce mec. D'ailleurs, c'est un monstre. Je pense que la semaine prochaine, je vous laisse réviser, mais ce serait bien qu'on analyse un petit peu l'après Casemiro, savoir comment le Real va évoluer au milieu de terrain, avec qui. Est-ce que c'est Tchouaméni qui va vraiment prendre la place? Est-ce que c'est Camavinga? Je pense que ça va être assez intéressant. Tchouaméni, poste pour poste. Après, les caractéristiques sont différentes. Ouais. Ça risque d'être... je pense plus Tchouaméni dans ce rôle-là. On en parlera la physique, ils ont plutôt intérêt à mettre Tchouaméni. Ouais. On en parlera la semaine prochaine. Kanto, est-ce que tu voudrais nous parler de cette défaite du Borussia contre le Werder? On peut. J'aimerais bien que tu nous fasses un petit topo dessus. On peut en parler. C'est n'importe quoi, ça. On peut en parler parce que le Borussia fait pas un énorme match, mais ils arrivent à ouvrir le score sur un but de Julian Brandt, avec une belle frappe à l'entrée de la surface de réparation. Très beau. Par la suite, il y a une action un peu mitigieuse sur Marco Reus, où on se demande s'il y avait pénalty ou pas. L'arbitre a pas sifflé malgré tout. Ils arrivent à doubler la mise. Il n'y a pas grand chose en vrai pour moi. Pour moi, c'est une poussette, mais ça mérite le pénalty. Ouais. Mais voilà, ils arrivent à doubler la mise, et puis là, 89e. Guerreiro aussi, son but, il est sympa aussi. Pardon. Ouais, le but de Guerreiro avec une belle frappe. Mais ouais, 89e, ils encaissent un but. Là, on se dit bon. On les voit pas non plus craquer, puis ils reprennent un but quasiment coup sur coup avec un centre et une tête. C'est honteux, ils sont trop passifs. Puis ça continue encore et encore. Une minute après l'égalisation, il y a l'engagement, ils perdent le ballon, et puis là, ballon en profondeur, ils prennent encore une bastos, et ils prennent 3 buts au final entre la 89 et la 95e minute. Ils s'effondrent complètement. Assez étonnant, c'était pas arrivé, je crois, depuis 13 ans au Borussia Dortmund de prendre un truc comme ça. Donc ça faisait un petit moment que c'était pas arrivé pour cette équipe de Dortmund qui perd un match face à cette équipe de Brême. Il y a quelques années, il leur était arrivé une dinguerie. C'était dans le derby de la Ruhr contre Schalke, qui menait 4-0. Il s'était fait rejoindre 4-4. C'est vrai, ouais. Désolé pour lui, mais je crois que c'était Peter Bosch qui était l'entraîneur. Non, c'est vrai. Ouais.
Non, mais leur façon de défendre sur la fin, parce qu'ils se voyaient trop beau, que c'était déjà plié. Je veux dire, tu vois les buts, même le dernier, etc. Enfin, c'est pas normal. Donc, c'est mérité en ce sens. C'est une faute professionnelle. Incroyable, ouais. Franchement. Les autres jouent très bien le coup, il n'y a rien à dire. Mais eux, en fait, eux, ils l'ont senti. Ils ont senti qu'il y avait un truc à faire. C'est pas normal. Là, t'es entraîneur, tu pètes les plombs. Quentin, on a eu les compos de Manchester et Liverpool ce soir, officiels. Compos intéressantes avec Malacia qui est titulaire, Lisandro Varane pour la charnière, comme on en a parlé juste avant, Diogo Dalot qui est également sur le terrain. Et puis pas de cri-cri. C'est Elanga qui sera sur la pelouse avec Marcus Rashford également titularisé. Cristiano, avec tout ce qu'il a fait ces derniers temps, honnêtement. Moi, des fois, on me tombe dessus, mais bon, pour moi, il mérite pas forcément de jouer, parce que bon, il a séché quand même la préparation, il a fait pas mal de trucs, ça me semble un peu logique, quoi. Bon, je suis pas supporter de Liverpool, mais en effet, comme Poinhomme le dit dans l'oreillette, Harvey Elliott, le petit crack, sera présent ce soir. Regardez bien sa prestation, attention. Petit joueur. Très bon joueur. Pour conclure sur la Bundes, le Bayern qui s'est promené encore. Ah oui. Ils en avaient mis 7 déjà à Bochum la saison précédente. Ils en avaient mis 7. Cette année, ils en ont encore mis 7. Ils vont faire un concours avec le PSG cette saison, je crois. Il y avait un petit sentiment de revanche parce que Bochum avait fait tomber le Bayern au match retour la saison précédente. Ils avaient gagné 4-2. Donc là, devant leur public, ils ont... Un match où Bochum menait déjà. Enfin, le Bayern menait et Bochum... Je crois que le Bayern avait ouvert le score et Bochum derrière avait accéléré et avait gagné 4-2 devant leur public. Bon, là, le Bayern est venu pour les punir. Ils en mettent 7 avec un but refusé en plus à Sadio Mané. Ça aurait pu même faire 8, mais on a le sentiment que ce Bayern-là a une force de frappe assez dingue. Bon, on connaît la Bundes et les espaces laissés dans les défenses adverses, mais là, tout le monde a mis son but, en fait. Non, mais surtout, ce qu'il y a, c'est que franchement, quand tu regardes entre Sané, Coman, maintenant... La frappe de Sané, elle est grave. Maintenant, du coup, Mané, mais les mecs, ils ont des moteurs. Enfin, je veux dire, cette équipe-là, c'est des mobilettes sur le terrain. C'est incroyable. Moussiala qui est parti sur une saison légendaire. Il était même pas là, Moussiala. Il jouait même pas. Tu te dis, lui, il est même pas là. Enfin, franchement... Et ils perdent Lewandowski et tu sens pas le manque, en fait. C'est là où cette équipe-là... de toute façon, en Bundes, c'est trop facile pour eux. Ils ont tellement un Dortmund qui a fait un mercato quand même où tu te dis pourquoi pas les titiller. Tu vois qu'au bout de la 3e journée, c'est déjà fini. C'est déjà mort. Les Leverkusen, on n'en parle pas, mais 3 défaites. Catastrophe. Il y a personne qui suit derrière. J'ai pas vu le match, j'ai regardé le résumé avec mon chat. Tu vois les buts qu'ils prennent, les Leverkusen. Il n'y a pas un mec qui met une talonnade ou un truc. Ouais, non, mais les buts, c'est un sketch. Pareil, quand on parle d'équipe, pourtant, on connaît un peu les joueurs de Leverkusen. Il y a 2-3 joueurs là-dedans sympas, même un peu plus, tu vois. Mais quand tu vois l'impact psychologique que ça a sur les joueurs quand une équipe va mal, c'est incroyable à quel point ça peut te rendre des joueurs. Tu as l'impression que tu les vois jouer pour la première fois. Tu te dis, les mecs sont tous éclatés. Attention cette saison au Bayern en Champions League, parce que j'ai l'impression que l'équipe s'est réellement renforcée avec De Ligt du Bayern. Avec De Ligt qui est arrivé, qui vient renforcer cette défense centrale avec des joueurs comme Marcel Sabitzer qui sont de plus en plus utilisés dans ce milieu de terrain. Et surtout avec ce jeu qui a un petit peu évolué dans le secteur offensif. On avait plus un jeu de position avec Robert Lewandowski qui errait beaucoup dans la surface de réparation. Là, j'ai l'impression qu'on veut vraiment être de plus en plus explosif, passer sur les côtés. De plus en plus, je pense que ce Bayern-là est capable de se réinventer et de faire quelque chose en Champions League cette année. Après, bon, vous savez que je suis un bandeur du Bayern aussi. Donc, mais moi, j'avais très peu de doutes. Moi, personnellement, ça ne me faisait pas peur que Lewandowski parte. Il y a tellement de qualité offensive dans cette équipe-là. Ouais, mais en Bundes, mais il a raison. C'est vrai qu'en Ligue des Champions, ça pourra faire très très mal. Et attention, Nagelsmann, c'est pas une pipe. Ce mec-là, il a des idées aussi. Il parle beaucoup. Je sais que tu l'aimes pas. Je pense justement ce qui s'est passé l'an dernier, ça a été une très bonne claque pour Nagelsmann. Un gros rappel. Il a fait le malin contre Villarreal en disant de toute façon, on va les corriger au retour. Voilà, il s'est pris ça. Alors au Bayern, on sait qu'il y a cette culture un petit peu de se montrer, d'avoir. Voilà, exactement. C'est les Allemands, ils sont comme ça. Nagelsmann, il s'est pris ça. Là, pour le coup, ça bosse bien, ça fait un gros mercato. Je pense qu'il y aura plus d'erreurs Villarreal. Soyons honnêtes, c'est pour ça. Tu peux faire le parallèle cette année. On a compris que le PSG, ils allaient dérouler la Ligue 1. Le Bayern, c'est comme d'habitude. Eux, ces équipes-là, leur championnat, enfin, ils sont trop au-dessus de leur championnat. Les vrais tests pour eux, pour vraiment voir où ils en sont, ce sera les tests en Ligue des Champions. On a compris qu'ils allaient rouler sur leur championnat, quoi. Alors, avant de faire le Pronogate, Bruce, évidemment, on te laisse nous parler un peu de cet Atalanta-Milan. Un partout entre les deux. On parle d'ailleurs de Malinowski parce qu'il est plus ou moins sur le départ et il marque dans ce match. On sait qu'il peut avoir une frappe aux abords de la surface où il ne faut pas trop le laisser non plus. C'est Milan qu'on a fait les frais.
On va dire que sur le nul, ouais, assez logique, oui et non. Enfin, j'ai vraiment le sentiment qu'en deuxième mi-temps, Milan, en appuyant un petit peu plus, il pouvait aller chercher la victoire. Il pouvait aller chercher la victoire et surtout, ce qui est dommageable, encore une fois, c'est un fait de jeu, mais tu as Teuber qui doit être expulsé dès le début de la deuxième mi-temps sur l'attentat sur les AO. Bon, encore une fois, Milan a l'habitude de se faire niquer au niveau de l'arbitrage, que ce soit en Serie A ou en Europe. J'ai l'impression que depuis quelques temps, il faut se faire l'AC Milan, parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Ceux qui suivent beaucoup l'AC Milan savent de quoi je parle. Souvent, ils se font avoir, mais vraiment, c'est lunaire, je ne comprends pas pourquoi. Mais bon, heureusement, ça ne les a pas empêchés d'être champions la saison passée. Et après, sur la deuxième mi-temps, ça a poussé. Il y a eu l'entrée d'Origi, etc. CDK aussi. Il y avait vraiment moyen d'aller chercher la victoire. Ça finissait mieux que l'Atalanta. Mais bon, après, on sait que l'Atalanta, il faut se méfier d'eux parce que par moment, ils te rappellent qu'ils peuvent te punir aussi à tout moment. C'est une équipe joueuse qui peut bien attaquer. Donc, en soi, je dirais que ce n'est pas un mauvais point pour l'AC Milan, même si, tu le sais, ça carbure pour le moment chez les gros de Serie A. Donc voilà, c'est 2 points qui sont perdus, mais je pense que même parmi les gros, tout le monde n'ira pas chercher les 3 points à l'Atalanta. C'est pas un mauvais point, mais il y a eu des choses quand même rassurantes, encore une fois, du côté de la Sémant, un Benasser très très bon. Ouais, qui marque d'ailleurs, très beau but. Un très joli but. Ouais. Donc voilà, maintenant on verra par la suite. Le chat te demande de chouiner un peu plus fort. Non, Bruce. C'est vrai, l'AC Milan, ceux qui suivent vraiment beaucoup l'AC Milan, il y en a qui t'ont défendu aussi. Ils vont me comprendre. Ouais. J'ai l'impression qu'ils sont, je sais pas pourquoi. Ils sont enfilés à chaque fois. Ouais, très souvent en tout cas dans la balance, ils sont perdants, ça c'est sûr. Okay. Bon, en tout cas, merci pour ce résumé. Évidemment, si vous voulez venir nous parler aussi de vos clubs en Italie, voilà, on ouvre le Tour d'Europe à tous les clubs, on essaye. On peut pas être sur tous les terrains non plus, mais si vous voulez parler d'un club en particulier, un petit message sur la page hors-jeu Twitch, sur Twitter. Allez, on termine l'émission. Excuse-moi, oui. Il va s'envoyer. Non, Mister Botch qui dit la Serie A, le niveau est moyen, est devenu assez moins. Il n'y a pas la hype sur le championnat. Alors, je suis absolument pas d'accord. Alors oui, c'est pas la PL, ce que tu veux, mais c'est quand même un championnat qui va un peu mieux ces derniers temps. Qui a beaucoup progressé. Et sincèrement, tu vois le nombre d'équipes qui sont potentiellement capables de jouer le titre cette saison. C'est je trouve, des plus intéressants à regarder parce que c'est pas comme dans d'autres championnats où c'est déjà plié, où ça va jouer qu'entre 2 équipes ou quoi. Sincèrement, il y a plus de suspense en la Serie A cette année, par exemple, c'est assez dur à pronostiquer. Donc moi, perso, c'est pas parce que j'aime beaucoup la Serie A et l'AC Milan. Je trouve que le championnat est très plaisant à suivre à ce niveau-là. Non, il est bien, mais il n'a pas encore retrouvé ses grandes lettres. C'est pas le Milan. Avant, ça dominait le foot. C'est pas encore la Serie A du grand Milan. Tu vois d'ailleurs le résultat en Ligue des Champions. Il y a du mal, mais c'est un championnat qui avait besoin de se ressourcer, de trouver des nouveaux styles de jeu. Voilà, ça va revenir. De toute façon, il fallait qu'il y ait les 2 locomotives comme l'Inter et le Milan qui reviennent au premier plan. C'est le cas, donc maintenant on va voir. Et après, c'est pas moi qui le dis, c'est Klopp qui l'a dit. Il a dit la Serie A est en train de revenir. Les équipes de Milan nous ont posé beaucoup de problèmes parce qu'il était dans la poule de l'AC Milan. Il l'a dit. Et l'Inter a mieux joué que Liverpool. C'est un miracle qu'ils prennent un rouge l'Inter au 2e match que sur les 2 matchs, ils ont été meilleurs que Liverpool. Et Klopp l'a dit. Il a dit, faudra peut-être se méfier des équipes italiennes sur les saisons à venir. Il a dû le sentir. Ça revient un petit peu, quoi. C'est mieux qu'il y a quelques temps.